La neige, chapitre 3. Les chutes annuelles, étude globale. Le patient travail d'analyse auquel nous sommes livrés au chapitre précédent était indispensable à qui voulait saisir dans son mécanisme même l'ampleur plus ou moins grande des chutes. Mais il ne dispense pas de recourir à la synthèse qui nous fera examiner maintenant, globalement, les quantités annuelles qui tombent au cours de chaque hiver. Sous cet angle, les choses sont à première vue plus simples. Le fait saillant est énorme des masses neigeuses qui s'abattent chaque année sur l'Himalaya et les Alpes. Auprès de celles-ci, les totaux niveaumétriques des plaines froides font souvent bien piètre figure. Qu'est-ce que les 35 cm de neige tombant en moyenne chaque année à Irkoutsk, les 60 cm tombant à Krasnoïarsk, les 90 cm même au fort Yukon par 66 degrés latitude nord, auprès des 9,60 mètres reçus en moyenne autour, hameau de Chamonix, par 1430 mètres d'altitude seulement. C'est que l'altitude a le triple effet d'augmenter les précipitations, d'accroître la part de celles-ci tombant sous forme de neige, coefficient niveaumétrique, l'apportant à des valeurs que l'Arctique même ignore en raison de ses précipitations d'été. Parenthèse, il semble qu'il faille aller au Groenland au-delà de 64 degrés latitude nord pour voir le coefficient niveaumétrique annuel dépasser 0,7 au niveau de la mer. D'accroître enfin le volume, je recommence la phrase. Je sais pas où est la phrase. Parce que là on parlait du Groenland, effectivement. Mais c'est que l'altitude a le triple effet d'augmenter les précipitations, d'accroître la part de celles-ci tombant sous forme de neige, coefficient niveaumétrique, l'apportant à des valeurs que l'Arctique même ignore en raison de ses précipitations d'été, avec ce qu'on vient de dire. D'accroître enfin le volume de la neige en diminuant, on va y arriver, sa densité. D'accroître le volume de la neige en diminuant sa densité. Pour une même quantité d'eau réellement précipitée, une chute de neige aura toujours une plus grande allure à 3000 mètres qu'à 1000. Ainsi, une géographie des chutes de neige actuelles se réduit à rendre compte d'une véritable dictature de l'altitude. Premier point, le domaine montagneux européen. Élevons-nous de Grenoble, 220 mètres, à la Bérarde, 1720 mètres. Le nombre moyen de jours de neige par hiver d'hiver au nord passera de 12 à 46. Et la hauteur de neige tombée H de 420 à 4960 mm. De Tonson sur les bords du Léman, autour Chamonix, le nombre de jours de neige s'élèverait même dans le rapport de 1 à 9. Et les hauteurs H dans le rapport de 1 à 37, atteignant la moyenne record déjà citée à 9,60 mètres, les totalisateurs les mieux arrosés des Alpes reçoivent 2,60 mètres d'eau vers 2500 mètres d'altitude. La part de la neige dans ces précipitations, que l'on ne peut que supputer, doit représenter une lame de fusion de l'ordre de 1,50 mètres environ, soit 20 à 25 mètres de hauteur de neige. Les extrapolations les plus modérées que l'on ait tentées conduisent à des valeurs de l'ordre de 20 mètres de neige fraîche annuelle sur les sommets du Vécourt, de plus de 30 mètres sur les hauts massifs au niveau des neiges persistantes. Bénévent a avancé l'évaluation de 47 mètres pour la valeur annuelle probable des neiges, vers 4500 mètres au Mont Blanc. Une carte des chutes annuelles de neige, si elle avait quelque chance de pouvoir être établie correctement, donnerait de prime abord l'impression d'avoir été calquée sur celle des isohypses. Les anomalies
de détails qui apparaîtraient devraient être expliqués par la latitude que par moins par la latitude que par l'exposition des massifs au vent pluvieux. Les Charmettes en Chartreuse reçoivent ainsi à 1180 mètres d'altitude 7,74 mètres de neige contre 2,78 seulement au Villard de Lans. À peine plus bas, 1025 mètres, mais en position plus abritée au cœur de Vestcorse, comme un autre vent rige en neige et, surtout au printemps, la Lombarde qui souffle sur la plaine de Pau vers la Savoie. Il ne faut pas s'étonner de voir la Maurienne plus méridionale, certes que la Tarentaise, mais plus ouverte que celle-ci aux influences padanes. Recevoir autant de neige à l'altitude égale, onde, ce n'est que dans les Alpes du Sud proprement dites, que la latitude vient enfin amenuiser l'enneigement, alors que les hauteurs de neige moyennes dépassaient encore 3,50 mètres vers 1500 mètres dans l'extrême bassin supérieur de la Durance. Nevache, le monétier. On ne peut guère compter que sur la moitié de ces chiffres en Haute-Tinée. À l'altitude pratiquement égale, 900 mètres, le Lozé, Ubaye, est 3 fois moins enneigé. Le Bourg-Saint-Maurice, 664 mm contre 1885, et Oran, situé pourtant 400 mètres plus bas que Gap, ne voit pas plus souvent la neige que le chef-lieu haut-alpin. Dans les Pyrénées françaises, les totaux annuels de gel de neige restent, quoique on n'en ait dit parfois inférieurs à ceux des Alpes, non seulement en raison à la moindre altitude de la chaîne, mais même en ne comparant que les altitudes semblables. Prades, 1275 mètres, reçoit en moyenne 4,09 mètres de neige, contre 4,78 à Megève, 1125 mètres. Mérance en reçoit 2,80 mètres contre 3,54 à Chamonix, situé pratiquement au même niveau. Ici encore, le rôle de l'orientation est, dans le détail, dominant. Aulus, exposé au vent d'ouest remontant sur la vallée du Salat, reçoit à 775 mètres 3,15 mètres de neige. Saléix, en Vic d'Ozos, n'en reçoit à 900 mètres que 2,70 mètres. Nous avons parlé à propos de l'enneigement supputé des hauts sommets d'extrapolation. Le terme n'a rien de forcé, car l'enneigement annuel lui-même a ses différents facteurs, variant l'altitude d'une façon assez rigoureuse. Pour que l'on ait pu tenter d'exprimer cette progression en équation, ou du moins en graphique, figure 7. Alors, la figure 7. Un beau graphique qui prend toute une page. Précipitation totale et précipitation neigeuse en fonction de l'altitude. Alors, nous observons deux graphiques qui sont comparés l'un à l'autre. L'un, c'est du Oisan oriental d'après Peggy, et l'autre, c'est l'Oberland bernois d'Ozone. Voilà. Et d'après Moncofer. En abscisse, nous observons l'altitude en mètres, c'est-à-dire en horizontal. Et en vertical. Non. En vertical, on obtient l'altitude en mètres, c'est-à-dire l'abscisse. Et en horizontal, on voit leur donner la hauteur en mètres. Donc, la courbe supérieure se rapporte aux précipitations totales, la courbe inférieure aux valeurs en eau des seules précipitations neigeuses. Les tronçons de courbes numérotées indiquent les hauteurs de neige en mètres. Compte tenu de la diminution de la quantité en altitude, on ne donnera à cette figure que la signification d'un schéma très général. Ça veut dire que ça monte, c'est un schéma très général parce que c'est difficile à mesurer. Mais en plus,
Je sais pas. Je sais qu'en tout cas, en Oisan oriental, ça monte moins qu'en Oberlin-Bernois. Voilà. Bravo. Il y en a un qui monte à presque 4 mètres. Et il y en a un qui monte à un peu plus de 3 mètres. Et il y a deux courbes qui se rejoignent au bout d'un moment, mais je crois que c'est le tassement. Peut-être. Enfin bref. En gros, juste. Ce graphique, le machin chouette, tu vois. Il suffit d'avoir observé en montagne les neiges précoces ou tardives dont le passage à la pluie se fait selon un plan presque régulièrement horizontal pour comprendre que les précipitations neigeuses sont liées à l'altitude par l'intermédiaire de la température. Le calcul du gradient nivométrique, dérivé de la hauteur de neige annuelle par rapport à l'altitude exprimée en millimètres par mètre, donne déjà des indications précises mais encore insuffisantes. Parenthèse. Notre figure 7 prend compte pour deux massifs alpestres de cet accroissement brut des précipitations neigeuses en fonction de l'altitude. Bénévent a par ailleurs attaché son attention d'étude du coefficient nivométrique du semestre froid, novembre-avril, qui s'élèverait, selon lui, de 4,4% par 100 mètres d'altitude. Qui s'élèverait, selon lui, de 4,4% par 100 mètres d'altitude. La totalité des précipitations tombées pour ces 6 mois sous forme solide vers 2400 mètres. La totalité des précipitations tombant pour ces 6 mois sous forme de précipitations solides vers 2400 mètres. D'autres tentatives prennent en considération le nombre n des jours de neige ou le rapport n'(n). Le nombre des jours de neige à celui des précipitations de toute nature qui serait, selon Goossens et Bonassina, l'autre selon Bosso-Lascaux. Les fonctions linéaires de l'altitude, selon le premier de ces auteurs, du nombre de jours de neige seraient grossièrement données, en France, par une équation du type n est égal, n' est égal a plus bh, h étant exprimé en hectomètres et les paramètres étant les suivants. Dans les Alpes humides, a est égal 5, b égale 3. Dans les Alpes sèches, a est égal 1, b est égal 1,5. Dans les Pyrénées, a égale 2, b égale 2,5. Dans le Massif central, a égale 5, b égale 2,5. Vosges-Lorraine, a est égal 10, b est égal 2,5. Moi, j'ai pas pigé grand-chose, mais en gros, dans les Vosges-Lorraine, il y a beaucoup plus de neige qu'en Alpes humides. C'est ce qu'il y a à retenir. C'est très bien comme ça, je trouve. En Écosse, selon Bonassina, n' s'accroîtrait d'un jour par tranche de 15 mètres d'altitude par-dessus de 65 mètres. n' est égal n' indice 0 plus 100h moins 65, le tout divisé par 15. H en hectomètres, bien sûr. Pour Bosso-Lascaux, qui a recherché des formules empiriques s'appliquant aux Alpes italiennes, ce serait le rapport n' sur n du nombre de jours de neige à celui des précipitations de toute nature, qui serait une fonction linéaire de l'altitude. Pour toutes ces fonctions du type a plus bh, le gradient b varie dans les limites en général assez étroites, sauf dans ce qui concerne le contraste entre les Alpes françaises du nord et du sud. C'est ce a qui constitue le paramètre proprement géographique. Dans la formule de Bosso-Lascaux, a est négatif pour les Alpes italiennes, occidentales et positif pour les orientales. Coutagne a enfin tenté d'exprimer le coefficient nivométrique lui-même en fonction de h. La formule serait, pour les Alpes françaises du nord, k est égal 3,2h moins 12. Parenthèse. À côté de cette formule globale, cet auteur a mis au point d'ingénieuses formules détaillées rendant compte des différents coefficients nivométriques mensuels. Hors d'Europe, c'est à côté de l'Himalaya pour lequel font autant de mesures précises, dans les montagnes de l'Ouest américain, qu'il faut chercher les totaux records. Au Canada, la station de glacier accuse à 1150 mètres un total moyen de 9,5 mètres. C'est plus que le tour pour une station située à 300 mètres plus bas. La raison en est que l'abondante précipitation d'hiver
porte là-bas dès cette altitude le coefficient niveaumétrique annuel de 0,68. Plus au nord, la Sierra Nevada reçoit elle aussi 9 mètres de neige par an. Il est vrai que plus haut de 2140 mètres, à Turkey Pass, point où la traverse du central Pacifique, où la traverse le central Pacifique. Si l'on considère les totaux annuels isolés, le record paraît appartenir à la station du Tamarack, Californie, qui est vrai. Il est vrai à 2438 mètres d'altitude, a reçu dans l'hiver 1906-1907 22,45 mètres de neige. Ces gros chiffres sont limités d'ailleurs au premier chaînon dominant immédiatement le Pacifique, car Banff, qui occupe une position plus inférieure, ne reçoit que 2 mètres à 1377 mètres d'altitude. À 150 km à l'ouest de la Sierra Nevada, la hauteur annuelle de la neige peut s'effondrer à 50 cm. Nous retrouvons donc ici cette dictature de l'altitude, tempérée par le jeu de l'exposition aux vents humides. Parenthèse. Dans les Andes, le seul poste intéressant pour notre étude serait le totalisateur installé en 1941 à Rio de los Camineros, 33 degrés 35 de l'altitude sud et 39 degrés 38 de longitude ouest. Altitude 4020 mètres. Situé à une altitude où toutes les précipitations se font à l'état solide, il a reçu 1,60 m de précipitations en moyenne par an, lame de fusion, devant représenter plus de 20 mètres de neige fraîche, aux causes d'erreurs qu'il faut toujours rappeler à propos des totalisateurs. Ajoutons ici notre ignorance de la densité de neige tropicale. Dans les plaines continentales, les chutes totales ne sauraient rivaliser avec ces hauts massifs. Elles n'atteignent même que les valeurs encore imposantes là où règnent ce que nous avons appelé les régimes continentaux de transition. Les records de cette catégorie appartiennent sans conteste au sud-ouest canadien, où, selon Verret, le total de 5 mètres est même dépassé sur certains points bien exposés sur la rive nord du Saint-Laurent. La station de Cartwright reçoit ainsi 5,50 mètres de neige à la latitude de Liverpool. Et au niveau de la mer, il tombe encore plus de 4 mètres en Gaspésie et au nord de Terre-Neuve, et la zone recevant plus de 3 mètres est déjà susceptible d'être cartographiée à très petite échelle. Figure 8. Alors, figure 8. Elle est où la figure 8? Je skip les pages. Oula, elle est énorme. Elle prend 2 pages. Donc notre figure 8 prend 2 pages. Et nous voyons un plan terrestre centré sur le nord. Nous avons au centre des 2 pages, nous avons le cercle polaire arctique. Et ensuite, ça descend de tous les côtés. Et on arrive jusqu'à l'équateur. Non, jusqu'à le Capricorne environ. Enfin non, le Cancer plutôt, le Cancer. Du coup, avant l'équateur, on est au premier tropique. Donc, figure 8. Hauteur de neige dans l'hémisphère nord. 1,1. Enfin, du coup, le 1, c'est 1,5 mètre à 1 mètre. Et donc ça, on le voit les petits points en Sibérie. Dans le début de l'Europe du Nord. Non, dans l'Asie du Nord. Dans l'Asie du Nord, on peut l'observer. Non, dans l'Asie du Sud, on peut l'observer, pardon. Donc, en Sibérie, dans l'Asie du Sud, un tout petit peu à quelques points en Europe, mais c'est très rare. De 1 à 2 mètres. Dans l'Asie du Sud. Non, dans l'Asie du Nord cette fois-ci, du coup. Tout à l'heure, c'est l'Asie du Sud, maintenant, c'est l'Asie du Nord. Ça neige un peu partout, là. Un petit peu en Sibérie, mais vraiment minuscule. Un tout petit peu en Europe, c'est vraiment minuscule. Et aussi au Groenland, globalement. De 2 à 3 mètres. Et en Asie du Nord,
Et ensuite, en Asie du Nord, au Groenland. Ensuite, non, ça c'est 1-2 mètres. Ensuite, 2 à 3 mètres. On peut l'observer à la pointe du Canada. Vers le Québec. Et ensuite, plus de 3 mètres globalement vers le Québec et un tout petit peu en Italie. Donc voilà, il y a des endroits où il y a plus de neige qu'à d'autres. Waouh! Québec reçoit 3,15 mètres de neige et Montréal encore 2,80 mètres. En Nouvelle-Écosse, le total peut s'abaisser à moins de 2 mètres, en raison de la douceur relative des hivers, tandis que vers l'intérieur de la province de Québec, l'amenuisement des précipitations est compensé par l'allongement de l'hiver, ce qui maintient les totaux. L'altitude venant à la rescousse, ceux-ci dépassant toujours 3 mètres sur les hauteurs du bouclier. Mais les totaux s'abaissent très vite vers le pied des Rocheuses d'une part, vers la zone arctique de l'autre. Tout l'intérieur canadien ne connaît que 40 à 60 jours de précipitations solides qui apportent en tout moins de 2 mètres de neige. Au sud du Saskatchewan et dans l'Alberta, cette hauteur est même inférieure à 1 mètre. Le point le plus neigeux du Canada paraît se situer au pied même des Rocheuses vers Calgary. La période de l'année durant laquelle les chutes sont possibles s'étend pourtant ici de septembre à mai, soit une durée beaucoup plus longue que dans l'ouest, mais l'aridité générale de la région entraîne des chutes éparses et faibles dont le total ne saurait être bien sérieux. C'est le même mécanisme qui prévaut dans l'Arctique, où il semble que le total puisse redevenir à nouveau inférieur à 1 mètre en bordure de l'océan. En Russie d'Europe, la neige n'est pas plus abondante au total qu'en Pologne ou en Bohême, si l'on accepte les hautes montagnes de l'URSS. Les précipitations neigeuses restent inférieures à 20 cm par an au sud d'une ligne passant par Kiev, Stalingrad. La ligne au nord de l'Aral, le Balkach, et atteignant la frontière chinoise par 46 degrés latitude nord, elle ne dépasse 60 cm, un minimum au Canada. Que dans le nord-est de la Russie d'Europe et les bassins inférieurs de l'Ob, du Ienisseï d'une part, les rives du Pacifique de Sakhaline au détroit de Bering de l'autre part, l'intérieur, d'ailleurs très montagneux, du Kamtchatka, paraît seul connaître les précipitations inférieures à 1 mètre. Ce rapprochement fait ressortir combien les deux grandes masses de terre constituent notre hémisphère la plus continentale se trouve être la moins neigeuse, du fait même qu'elles sont plus sèches. Une conclusion pratique est que l'URSS se trouve très défavorisée par rapport au Canada pour ce qui est de son potentiel hydroélectrique. Deuxième point, la variabilité des totaux annuels. Le chiffre que nous venons d'invoquer pour opposer sur le plan des totaux annuels une plaine continentale aux hautes montagnes ne sont que des moyennes ici, Ici encore, il convient de faire la critique de semblables expressions numériques, car d'une année à l'autre, la neige tombée varie sensiblement de proportion. L'on soupçonne même une existence d'une géographie de ces anomalies, aussi passionnante à établir que la géographie des moyennes. Bénévent a ainsi déjà noté que les hivers très neigeux étaient rarement synchroniques de part et d'autre de la latitude de Ventoux. Il y aurait certainement dans cette direction bien des recherches à entreprendre qui seraient fécondes, mais l'étude des convariations saisonnières et des aires anomalies a été jusqu'ici trop négligée en climatologie. On n'oubliera pas, c'est un des enseignements élémentaires de la méthode statistique en climatologie, que la variation des totaux pluviométriques annuels est nécessairement plus faible que celle des totaux saisonniers, et a fortiori mensuels. Il en résulte de plus la raison neigeuse s'étend dans l'année. Plus voisins les uns des autres seront les totaux annuels successifs. En Savoie, les totaux annuels s'échelonnent ainsi de 9 à 240 cm à Moutier, rapport 1 à 27, et seulement de 230 à 908 cm au Val d'Isère, rapport 1 à 4, ondes. Ce même rapport de 1 à 4 est admis par
marque PN, dans la zone sommitère des Andes péruviennes, les Andes péruviennes. Au Canada, les valeurs extrêmes sont comme de 1 à 7 à Stewart, tandis que premier au cœur des montagnes voit ce rapport tomber à 1,8, de 7,28 et 13,26 mètres dans le Verret. Parenthèse. Le rapport des précipitations entre hivers consécutifs introduirait une nouvelle notion, celle de l'instabilité des hauteurs de neige. Cette instabilité diminue elle aussi quand l'altitude ou la latitude vient s'accroître d'enneigement total. La moyenne des écarts relatifs entre l'année consécutive passe ainsi de 56% à Moutier à 45% à Fresnières, bassin de Durance, et 32% au Val d'Isère, Onde et Péguy. Tout porte à croire qu'au niveau les plus hauts sommets, tant dans les Rocheuses que dans les Alpes ou l'Himalaya, l'enneigement devient un phénomène annuel relativement stable. Aux très hautes latitudes, par contre, pour lesquelles nous ne disposons malheureusement que d'observations insuffisantes poursuivies, il semblerait que les chutes de neige soient irrégulières autant que rares, au point de réintroduire une dispersion des totaux annuels comparable à celle des zones marginales. En gros, au point de devoir changer les calculs, parce que c'est pas très bien mis ensemble. En combinant cette étude de la variabilité pour les totaux avec celle des moyennes, on pourrait conclure à l'existence de 4 grands domaines neigeux. Un domaine d'enneigement fort et irrégulier, domaine alpestre de vallée. Un domaine d'enneigement excessif et assez régulier, domaine alpestre sommital. Un domaine d'enneigement faible et régulier, domaine continental. Un domaine d'enneigement faible et irrégulier, domaine arctique. Le tableau que nous donnons à la page suivante propose un classement des régions neigeuses fondé à la fois sur le régime des chutes et la quantité de neige tombée. Je pense qu'il faut aller sur le tableau et pas directement sur le texte. Types régionaux de régime neigeux. Alors nous tombons sur un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et 4 lignes. Alors sur la première ligne, tout en haut, nombre de mois neigeux. Sur la première, 0 à 3, 4 à 9, 10 à 12. Ensuite, on a le nombre de dates de maxima. Nous verrons ça après. Nous avons le coefficient niveaumétrique. Du coup, c'est K. K, c'est H sur H', je pense. Et la hauteur de neige, ensuite, H. Et le dernier, c'est le type régionaux. Donc, en dessous de cette ligne-là, nous avons le nombre de mois neigeux, c'est de 0 à 3. C'est un petit peu comme le truc pour calculer le climat dans un lieu. C'est un peu logique. Bref, maximum d'hiver. Le maximum d'hiver, il est à 0,05. Moins de 40 cm, c'est du marginal méditerranéen. Le maximum, on le retrouve au printemps. Le coefficient hygrométrique, il est à 0,5. Et que ça va être à moins de 40 cm de neige, ça va être un marginal océanique. Ensuite, si c'est de 4 à 9 mois neigeux, si on a des chutes éparses, il n'y a pas de coefficient niveaumétrique et on retrouve juste des traces désertiques, froids. Si c'est le maximum d'hiver, si on retrouve le maximum en hiver et que le coefficient niveaumétrique est à 0,10, on retrouve 40 à 2 mètres de neige, alpin de base. Si le maximum d'hiver suivi d'un lion palier au printemps, ça nous donne 0,30. Et ça nous donnera 1,5 m de neige continentale de transition. Ensuite, 2 maxima, automne et printemps. Moins de 1,5 m et 5 m et plus, continental franc. Après, il y a aussi alpin d'altitude et alpin de transition qui sont entre les deux. Et continental de transition. Continental de transition, alpin d'altitude. Si on retrouve 10 à 12 mois de neige, si ce sont des chutes éparses,
ce seront juste on n'obtiendra pas de coefficient nivométrique et juste une hauteur de neige en trace, hyperocéanique froid. Si un maximum unique hiver ou printemps, 0,60, moins de 1,5 m, Arctique océanique. Deux maxima, automne et printemps, séparés par des pluies d'été. 0,50 de coefficient et moins de 60 cm, Arctique continental. Et si le maximum il est en été, le coefficient il devait être 0,90 et on aura jusqu'à 15 mètres un sommital équatorial et jusqu'à 40 mètres un sommital de mousson ou même un sommital alpestre continental. C'est assez impressionnant. Trois petites étoiles. L'allusion que nous venons de faire sur la variabilité des totaux annuels de chute de neige nous amènerait à aborder un problème de la plus haute importance théorique. Ces totaux annuels se dispersent. Ils, pour employer le langage des statisticiens, selon les lois du hasard comme une variable aléatoire, ou bien peut-on reconnaître une tendance qui pourrait être elle-même soit de caractère cyclique, soit de caractère continu. En clair, l'incohérence éclatante des totaux annuels successifs ne recouvre-t-elle pas une succession de longues périodes alternativement neigeuses ou non neigeuses, ou encore une tendance à une diminution progressive de l'enneigement au cours des dernières décades, dizaines d'années, ça veut dire. Cette dernière hypothèse s'accorderait avec le témoignage oral à peu près unanime des montagnards de l'Auvergne-Tyrol. Elle contribuait à rendre compte l'important recul glaciaire de ces dernières années, et des chiffres de neige eux-mêmes semblent déjà probants. Bénévent attribué à Val d'Isère pour une moyenne 1901-1914, une hauteur moyenne de 6,987 mètres, tandis que Onde a ramené ce chiffre pour la période 1920-1937 à 4,416 mètres seulement. Mais ces données sont plus difficiles qu'il paraît à interpréter correctement, et il faut se défier d'une conclusion trop hâtive. Alors je vais revenir sur les mots que j'avais pas pigés tout à l'heure. C'était à une page avec un 8. Non, c'est pas ici, donc ça devait être à la page 48. Ce chapitre était assez court, hein. Mais j'ai pas envie d'en faire un autre actuellement. Alors, que l'on ne peut que supputer. La part de la neige dans ces précipitations que l'on ne peut que supputer doit représenter une lame de fusion de l'ordre de 1,5 m environ, soit 20 à 25 mètres de hauteur de neige. Alors, déjà, premièrement, ça s'appelle SUPPUT. Oui. Et donc, la définition arrive bientôt. Évaluer empiriquement, apprécier les chances, la probabilité. Voilà. Et ensuite, les ISOIPS. Du coup, une carte des chutes annuelles de neige, si elle avait quelque chance de pouvoir établir correctement, donnerait de prime abord l'impression d'avoir été calquée sur celle des ISOIPS. Et il y en avait encore un troisième, je pense.
Une isohypse est en météorologie la ligne égale d'altitude du géopotentiel sur une surface donnée, généralement une surface isobare, représentée sur une carte météorologique ou un graphique. Donc une ligne égale d'altitude du géopotentiel sur une surface donnée. Ok, je crois que j'ai compris. Par rapport à l'altitude, oh, c'est une ligne égale, du coup en fait elle va toujours rester, ça va toujours être le même rapport je pense entre l'altitude et entre guillemets la pression atmosphérique. En tout cas un rapport avec ces machins là. Donc peut-être qu'après je vais retrouver le troisième mot, mais c'est pas grave si je le retrouve pas. Ok, aux influences padanes. Qu'est-ce qu'une influence padane? Nous allons apprendre ça tout de suite. Car apprendre des mots pour les oublier juste après, mais c'est pas grave parce que comme ça au moins vous pourrez dire ah, j'ai déjà entendu ce mot, je le sais, je sais que j'ai déjà appris ce mot. C'est simplement oublié car j'apprends tellement de choses, vous savez. Mon petit cerveau ne tient pas. Qui a rapport au fleuve Po, à la région au nord de l'Italie. D'accord. Bon, un peu décevant, mais bon. À la prochaine, j'ai pas envie de refaire les graphiques, de toute façon il n'y en avait pas beaucoup. Juste, il y a un endroit, il y a un plus de neige, il y a un endroit, il y a moins de neige, et il y a des endroits où il y a des différents niveaux de neige à travers le monde.